Donc salut, moi c'est Damien, je travaille chez Attestis à Sofia où je gère les parties mobiles. Ce soir je vais vous faire vraiment une introduction très légère sur un petit nouveau chez Google et Android, donc notre ami le Work Manager. Le Work Manager fait partie d'abord de la librairie Android Jetpack, donc je vais commencer par ça. Donc je vais vous expliquer vite fait ce que c'est Android Jetpack, en quoi ça consiste, et ensuite dans le Work Manager on va faire trois trucs simplissimes, vous expliquer à quoi ça sert, comment ça marche et surtout quand est-ce qu'il faut s'en servir. Donc Android Jetpack, c'est un ensemble de librairies qui sont divisées en quatre types de composants: architecture, UI, foundation et behavior. Donc archi, c'est tout ce qui est structure MVVM qui est beaucoup poussé. UI, ce sont toutes les anciennes support libraries qui sont portées vers Android X maintenant. Foundation, toute la partie testing, etc. Et behavior, donc la partie qui nous intéresse un peu plus. Donc, comme je vous l'ai dit, un ensemble de librairies, d'outils et de guides qui sert à aider les nouveaux devs à s'intégrer rapidement, puisque en fait, ça fait émerger des standards et des best practices version Google. Donc, c'est très facile à suivre. C'est carrément à jour, évidemment. Même la plupart des trucs sont en bêta, dont le Work Manager. Et donc, maintenant, je vais vous parler un peu du Work Manager. Donc, Work Manager, c'est quelque chose qui nous permet de programmer des tâches différées asynchrones qui doivent s'exécuter même si l'application est détruite ou le terminal redémarre. En gros, c'est un super programmateur, un réveil, tu peux pas tester, quoi. Le délire, c'est de fonctionner en définissant des données d'entrée, d'enchaîner plusieurs tâches si on veut et de passer des données entre les tâches, d'annuler l'exécution ou de mettre un retry de façon à garantir l'exécution du job concerné. Donc, oui, donc comme je vous l'ai dit, c'est en bêta. J'ai vérifié ce matin, Release Candidates 1. C'est chaud. Donc maintenant, comment ça marche? C'est en fait très simple, ça se divise en trois éléments. Donc on a notre ami le worker qui lui est le job à proprement parler, c'est-à-dire la tâche à exécuter qui va contenir votre code métier, toute la partie envoi de photos, appel API ou notification push ou whatever. Notre ami le request builder qui va nous servir à définir toutes les conditions d'exécution. Donc par exemple, on peut avoir un request builder one time only, ou un request builder en mode périodique, donc qui se répète tous les jeudis à 14 h quand le soleil est levé. Et ensuite, on a le fameux Work Manager qui, lui, va s'occuper de confier le tout au système. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par confier le tout au système? En fait, c'est-à-dire que le Work Manager est une espèce de librairie qui englobe jusqu'à l'API 14 des composants natifs déjà présents, tels que le Broadcast Receiver et l'Alarm Manager jusqu'à l'API 14. Et à partir de l'API 23, on a le Job Scheduler qui est repris sur Firebase et des trucs comme ça. Donc en fait, le worker a une seule méthode que je vous montrerai un peu plus tard si on a du temps. Do work, donc là on va prendre un exemple d'envoi de photos. Je veux que mes photos soient envoyées seulement quand j'ai de la batterie et que je suis en Wi-Fi. Donc ça, que l'application soit lancée ou pas, que je sois en train de brancher mon téléphone, rentrer à la maison connecté au Wi-Fi bien tranquille pépère, et pas forcément en train d'utiliser l'application où j'ai pu tomber à court de batterie entre-temps, whatever. Donc quand est-ce qu'il faut s'en servir? Comme je vous l'ai dit, ce sont des tâches qui doivent être déférables, donc différées. Un petit diagramme que j'ai chouré. Donc en fait, il faut que la tâche soit vraiment déférée et qu'on veuille que l'exécution soit garantie. C'est-à-dire, c'est un truc super important, mais pas pressé. Vraiment, s'il y a en termes de réactivité immédiate, il faut que ce soit exécuté et que en plus ça aille très vite. Là, c'est des services foreground, donc tels que l'envoi de données avec Facebook. Quand on envoie une photo, il y a la notification, en fait, ça ouvre un service, ça upload la photo. Une fois que tu fermes le socket, rideau, fin de la notification, fin du service.
qu'on ait fermé Facebook ou pas, le truc continue. Ça, c'est beaucoup plus sneaky, ça se passe derrière. Et du coup, ce qui est bon pour faire ce genre de truc, c'est des tâches de synchronisation, comme je l'ai implémenté moi dans l'application, je vous montre juste après. L'envoi de statistiques, donc pour tout ce qui est un truc un peu perso ou quoi que ce soit. Ne pas utiliser, ne surtout pas utiliser, pour des appels API métiers, genre à la place de RxJava, des coroutines ou des trucs, on se dit ah ben c'est bon, ça marche tout le temps, donc je vais me servir de ça. Non, non, non. Comme je vous l'ai dit, c'est pas pressé, c'est pas prioritaire. Vous aurez votre réponse, mais peut-être pas maintenant. Donc on compte pas trop là-dessus. Et pas d'async task en mode j'attends un résultat pendant que je suis dans l'application ou quoi que ce soit. Comme il y a des conditions de déclenchement qui sont liées à l'état du système, ne pas se prendre la tête et assumer que notre application est en train de tourner en fait. C'est vraiment le point clé de ça. C'est si elle tourne pas, le truc va s'exécuter. Donc en passant via le job scheduler ou le broadcast comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, là, comme c'était une présentation de 5 minutes, si vous voulez aller plus loin, les petits liens qui vont bien avec le résumé Android Jetpack, une vidéo de présentation sur le Work Manager qui récapépète plus ou moins ce que je viens de dire en anglais, si vous kiffez plus. Et le tuto officiel de développement, donc le fameux pour envoyer une photo. Est-ce que j'ai encore 35 secondes ou pas ? Alors, parce que je vous voyais un peu déçu de ne pas avoir de code. Alors, le but de mon service ici, comme vous pouvez le voir, c'est d'envoyer des attestations, c'est mon code métier, on s'en fout, de synchroniser des données de l'application lorsqu'elle était hors ligne vers le serveur, puisque l'utilisateur n'a pas forcément tout le temps du réseau. Donc, le délire, tout le monde sait lire du Kotlin, je présume. Swift, c'est Iran-Irak, même combat. Donc du coup, ça se passe comment ? Ça se passe que j'instancie mon serveur, bien gentiment, je vais vérifier si jamais j'ai des attestations à synchroniser et combien j'en ai. Ensuite, là-dessus, je vais aller... Donc ça c'est exécuté au login ou quoi, ça on s'en fout. Nuke testimony data, on s'en fout aussi. Voilà, donc alors un truc qui nous intéresse un peu plus, c'est pour une attestation, je lui dis je vais te synchroniser plus tard. Donc en fait j'appelle mon service avec un ID, je lui dis bon ben toi tu vas synchroniser. Je lui dis bon je veux que tu te lances quand j'ai pas trop de batterie. Et quand je suis unmetred, c'est l'équivalent de Wi-Fi, donc genre vraiment pas de soucis sur le réseau. Je lui passe les datas d'entrée qui sont l'ID de la testimony et le fait qu'il m'en reste à passer. Je veux que ça s'exécute qu'une seule fois, donc un one time request builder. Je lui passe les données d'entrée, les contraintes de déclenchement. Donc si jamais l'utilisation, au moment où je le fais, le système est dans les bonnes conditions, il va le faire, mais c'est pas important pour moi, puisque je colle ça dans un trou et un jour il va se passer quelque chose, mais que ça se passe maintenant ou après, encore une fois, c'est pas bien grave. Et donc je prépare un autre worker, donc un autre job à faire, qui est une fois que j'ai synchronisé, tu vas m'effacer toutes les données que j'avais en local, quoi. Et donc en fait, la troisième étape, c'est donc Work Manager, je récupère l'instance. Je lui dis, tu commences avec un travail de synchro, et ensuite, tu prends le travail d'effacer, et puis banzai. Donc, ça part comme ça. Maintenant, je vous parle de worker depuis tout à l'heure. Donc, les deux workers sont celui de synchro, celui pour effacer. Et ça se résume à, oui, j'ai oublié de préciser, on peut, pour les fans de RX, il y a une extension RX Worker Manager. Donc, caler du RX, faire ça dans le flow comme d'habitude. Moi, c'est ce que j'utilise, donc je fais ça comme ça. Et donc, en fait, le Create Work, avec un single result, ça va être récupérer les informations, récupérer les quiz, les photos sur le téléphone, les détails de la testimony dans ma base de données Realm, etc. Et enchaîner les appels réseau pour synchroniser donc le tout, créer, récupérer
créer la testimony, envoyer les 2 photos qui vont bien, avec les positions qui vont bien, et sur le success, dire félicitations, le job est OK, sinon on peut le mettre en retry ou en error, et le délai, tout ça. Il y a un suivi d'état qui est en fait retourné par la catégorie result success, error ou retry. Et bah tiens, là, si jamais ça marche pas, je lui dis essaye plus tard, sois cool. Et donc, lui, je suis passé un peu vite dessus, mais il est où, blablabla. Bla. Je récupère, voilà, des input data, les premières data que j'avais passées tout à l'heure, qui étaient juste l'ID de la testimony, et miracle, dans le deuxième, pour effacer tout ça, je vais lui passer le résultat à partir des input data et le fait qu'il ait réussi à synchroniser ou pas, et est-ce qu'il a fini, et après il delete tout ça. Même combat, delete dans le réel, mais etc. Une fois que j'ai fini, champion, au revoir. Voilà. Donc ça se passe grosso merdo en 3 étapes. Et c'est garantie d'exécution, ce que j'avais jamais retrouvé sur pas mal de background jobs, notamment sur iOS où on a un temps d'exécution limite. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas besoin de déclarer des permissions spéciales. Enfin, sauf si vous en utilisez là, hein, faut pas. Mais voilà, en fait, c'est simplissime, vraiment très bien expliqué, et ça mange vraiment pas de pain, quoi. Voilà, si vous avez des questions. C'est le système qui va déclencher. Enfin, quand est-ce que le système va déclencher le. Ça dépend de ce que tu vas mettre sur les contraintes. Là. Moi, j'ai dit, je définis des contraintes et. En général, il déclenche. J'ai pas benchmarké pour vérifier à quel moment exactement est-ce qu'il faisait. Mais comme on s'appuie entièrement sur le fait que c'est le système qui va le déclencher, ne pas être pressé, quoi. Le principe, c'est ne pas coller les trucs critiques en termes de temps là-dedans. Les contraintes sont jamais réunies, autant la batterie, forcément, il faudra plusieurs le charger en Ouais. sur le téléphone, mais le réseau, il peut être à l'étranger, y avoir un réseau pourri en permanence. Exactement, avoir un réseau pourri en permanence, et à ce moment-là, dans l'app, quand elle est lancée, si jamais, vu que j'avais enregistré des attestations à synchroniser, etc., petite pop-up, rappel, vous avez des trucs en attente de synchronisation ou une interface dédiée. Ça dépend le use case que tu as dans ton app, quoi. Voilà. Du coup, comment tu communiques avec l'applicatif pour savoir si ça s'est bien passé ou pas? Alors, une fois que le métier, c'est une fois qu'on a généré l'attestation du côté de nos serveurs, il reçoit une notification push et on a une interface qui liste les notifications, etc., etc. Donc, il y a un déclenchement. Et bien sûr, moi là, j'ai fait aucun retour vers la vue de notification ou quoi que ce soit, mais dans le do work, il est parfaitement envisageable de dire je te mets une notification locale. Avec la. Ouais, voilà. Mais même du coup, si elle a été tuée, il arrivait ou. Non, il prend le job, il se démerde. Il se démerde. Après, si jamais tu mets des start activity et des trucs comme ça, je présume que oui, effectivement, ça déclenche. Mais ça tue un peu le concept. On va pas se mentir. Attends, JB. L'intérêt, c'est en fait de ne pas savoir si on est avant 23 ou après. Rétrocompatibilité maximale, déjà gérée, pas besoin d'appeler les services à la mano, pas de if else, je suis là, mais en fait, c'est pas la bonne version parce que ils se démerdent. C'est sans les mains. C'est vraiment le gros intérêt de ce truc-là, c'est garantie exécution et sans les mains, quoi. Le plus chiant, c'est d'écrire son worker. Question sur quelle. En fait, j'ai l'impression que c'est une librairie, ça fait partie de Jetpack. Ouais. Mais ça s'appuie sur quel composant système en dessous? Sur C'est que l'alarme manager. L'alarm manager, job scheduler et broadcast receiver, c'est ça. En dessous de 23 broadcast receiver plus alarm manager. Donc en fait, il va probablement te setter une alarme et ensuite faire un broadcast pour te lancer ton truc et démarrer le tout qui va bien. Et sinon, le job scheduler.
Voilà. Qui sont dans le système, qui sont là, c'est pour ça que ça marche. C'est ça. J'ai une question au niveau de l'OS. En fait, il va pas avoir des quotas en fonction de si ta task elle est plus longue à exécuter qu'une autre task. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas te faire passer, passer les autres tasks en priorité plus souvent que la tienne? Probablement, mais comme il n'y a aucune garantie d'ordre d'exécution des trucs, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur notre ami. Ça peut être différé, quoi. Vraiment, à ne pas utiliser n'importe quand, et ça peut être différé. Et s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est le machin que j'ai chouré là. Il peut faire la première étape et pas la deuxième. Oui. C'est déjà arrivé qu'il y ait une erreur sur le premier, donc de l'envoi. Et à ce moment-là, ça dépend comment tu le gères. Moi, personnellement, sur l'envoi, si tu failles, je lui dis, bon ben, tu retry. Et à ce moment-là, il le ré-enqueue. Il le ré-enqueue et il va réessayer le truc. À partir du moment où tu dis qu'il est success, il va automatiquement rouler la deuxième tâche. Exactement. Tout de suite après, avec un différé. Normalement, tout de suite après, puisqu'il va passer les données de l'un à l'autre et tu les as en queue, pas l'un après l'autre, mais ensemble. En fait, il compacte le truc et puis voilà. C'est à toi, si tu veux faire la transaction, ça tu le gères. Ouais. Si tu veux passer des données de l'un à l'autre, etc., ouais, c'est à toi de gérer. Et du coup, le nombre de retries, c'est à toi de le gérer aussi. Il y avait plus de 3 retries, j'abandonne et je roll back. J'ai pas mis en place de trucs comme ça, donc je sais pas, mais on peut tout à fait imaginer clairement un compteur associé à l'ID du truc, et ouais, sans souci. Sans souci. Et encore une fois, si vous voulez faire des trucs plus périodiques, etc., il suffit de changer le type du request builder, et puis voilà. Donc là, il fait un retry, tu feras un fake. Ouais, c'est ça. Success, retry, fail. Tu peux consommer autant de CPU que tu veux là-dedans, dans ce genre de truc? C'est une tâche comme une autre, comme si tu faisais une async task en dehors de ton application enfin en dehors de ton application. En vrai, il va relancer ton application puisque c'est là qu'il y a le code, faut pas déconner. Mais ouais, c'est. Tu peux faire tourner un calcul pendant une demi-heure, comme ça, dans ton job. C'est possible. J'ai pas essayé. Et si tu as besoin de faire tourner un calcul d'une demi-heure sur un téléphone mobile, c'est qu'il y a un problème. C'est. Par exemple, si tu fais. Imaginons qu'il y a un job qui surveille ta position ou ce genre de truc et. À ce moment-là, pour surveiller une. Non. Tu vas prendre un job. Un service. Je prendrais un service. Un service avec une notification comme quoi le GPS est en cours d'utilisation, parce que sinon en plus ça draine la batterie sans dire à l'utilisateur merci. Et non, complètement un service. Et puis la position, c'est quelque chose graphiquement très exploitable, quoi. Donc C'est vraiment pour faire du batch process, quoi. ouais, c'est vrai, l'utilité. Enfin, en tout cas, c'est dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à mon truc de synchronisation. Après, si vous avez d'autres idées, enjoy, hein, très clairement. Mais ouais, il faut que les tâches à exécuter rentrent bien dans les cases.